Ça, c'est un bon commencement. Parce que il y a un Basque qui a demandé, il voulait faire une thèse doctorat à l'Université Laval. euh, et euh, on n'a pas, il était presque un membre de l'ETA. Il était vraiment un très, très nationaliste. Et, bon, et là, il y avait un modèle aussi très nationaliste de l'art. Il était très intéressé par l'art, par la sculpture. Il voulait utiliser un artiste particulier qui était vraiment presque une sorte de partie du mouvement du théâtre. Il y avait un deuxième peintre qui était honni par tout le monde, Silida, qui le regardait comme plus ou moins un ennemi du peuple, etc., etc. Comme ça. Et alors, euh, quand on a continué ce travail, j'étais intéressé par la question basque qui était assez différente de la question euh, québécoise. Et ce n'est pas exactement la sorte de différence qui est importante pour lui, mais pour moi c'était important. C'est que le Pays basque et la Catalogne sont les seules deux parties de l'Espagne où il y a vraiment une production contemporaine et où une richesse certaine a été produite. Et Franco a vu l'importance de ça. Il a voulu étouffer le nationalisme basque en envoyant plus d'1 million d'ouvriers du sud de l'Espagne qu'il a domiciliés dans le Pays basque, qui devraient assurer que tout ça serait fait d'une façon très fédéraliste, comme on pourrait dire, n'est-ce pas? Mais le résultat était le contraire de ce qu'il avait imaginé, parce que ces ouvriers ont simplement fait cause commune avec les nationalistes basques et ont causé beaucoup de problèmes à Franco. Et, euh, euh, là, donc, et aussi, beaucoup de ces gens ont été tués aussi par la police de Franco, c'est comme ça. Donc, quand je suis venu finalement au Pays Basque, il y a un ami de Lucio. Lucio Ugarte était mon étudiant. Ami de Lucio m'a montré ce qu'il a montré, voulait être l'objet anthropologique la plus grande importance. C'était un cimetière où les morts de toutes ces provenances étaient ensevelis plus ou moins au même endroit. C'est les mêmes familles, etc. Ils ont milité de plusieurs côtés. Alors, et là donc, cette première différence qui est importante pour moi, mais sans importance pour Lucio. Et c'était que ce sont des provinces riches de l'Espagne qui voulaient devenir indépendantes. Et l'indépendance était résistée par Madrid, parce que Madrid elle-même n'avait rien. Et si ces provinces n'étaient plus là, alors euh, l'Espagne serait presque plus partie, ferait presque plus partie de l'Europe.
économique, n'est-ce pas? Ça, pour l'Europe économique, c'était dans le Pays Basque et surtout en Barcelone, n'est-ce pas? Donc, euh, la différence entre la lutte basque et la lutte québécoise, c'est d'abord que le Québec était une province pauvre du Canada, n'est-ce pas? Tandis que, parce que les richesses étaient à l'ouest, n'est-ce pas? Alberta. Mais, donc, mais les Basques, c'était une province riche, n'est-ce pas? Et parce que c'était une province riche, il y avait l'idée qu'on devrait pouvoir réussir par une voie militaire, n'est-ce pas? Et finalement, j'avais la maladresse d'introduire une souverainiste véritable québécois qui a plus ou moins représenté les idées du Québec. Et les idées du Québec, évidemment, c'est que la voie militaire est exclue pour toutes sortes de raisons, n'est-ce pas? Mais pour eux, ils disent, bon, tu peux continuer pour encore un siècle de parler français, mais ça ne va faire rien de différence pour la Constitution qui va rester exactement comme elle est aujourd'hui. Et là, les Basques avaient vraiment un très bon argument. Mais le Québec n'avait pas vraiment la possibilité de faire autre chose parce que on n'a pas les moyens de continuer de considérer une résistance armée. Ce n'est pas une possibilité pratique, n'est-ce pas? Et aussi, il n'y avait pas d'argent investi pour justifier cet apport. Tandis que pour le Basque, il y a une très grande industrie qui appuierait une richesse certaine, n'est-ce pas? Presque aussi riche que la Catalogne. Mais, donc, c'est la différence entre les deux. Et donc, eux, ils pensaient qu'eux, ils sont les vrais indépendantistes, parce qu'ils pouvaient, étaient capables de faire la voie militaire. Et Hobsbawm, qui est un marxiste, évidemment, n'est-ce pas, dit, bon, tous les pays qui voulaient faire l'indépendance dans les années 1990, comme l'Écosse aussi, et les Flamands et tout ça. C'est surtout les partis riches qui voulaient être indépendants et se défaire des pauvres qui ne voulaient plus continuer à nourrir, n'est-ce pas? Et la Tchécoslovaquie, c'est le cas, parce que sont des Tchèques qui voulaient se défaire des Slovaques. Les Slovaques sont en allés, ils sont indépendants maintenant. Et eux, ils font assez bien, ils sont très contents. Mais ce sont des Tchèques qui les ont vraiment chassés. Donc là, le mouvement d'indépendance, selon Hobsbawm, c'est vraiment un mouvement de la part des riches qui voulaient se défaire des pauvres. Ce n'est pas du tout l'histoire québécoise. Il ne parle pas de tout ça en détail, mais c'est donc les Basques m'intéressaient, donc pour ces raisons-là.
Et finalement, comme je dis, les relations se sont ont été terminées quand on a vu ce que moi j'avais vu dès le début, c'est-à-dire que les deux luttes étaient des luttes d'un ordre différent. Et donc la lutte québécoise n'a jamais été une lutte matérielle, parce que matériellement, ils n'ont pas d'avantage. Ce n'était pas comme si les autres provinces du Canada dépendent du Québec pour le soutien. Non, on n'a jamais dit ça. Ce n'était pas une question. Ils voulaient simplement euh, la langue, la religion, la civilisation, tout ça. Ce sont des éléments de ce type qui ont soutenu ce mouvement-là, n'est-ce pas? Et donc ça veut dire que quand la propagande de PQ accentue sur les richesses de l'année 1, n'est-ce pas? Tu te rappelles la richesse de l'année 1? Comment la première année de l'indépendance, et toutes sortes de miracles pourraient se développer, etc. Alors, ça m'a vraiment gêné parce que c'était le contraire de la vérité. J'étais tout à fait content de faire l'indépendance. Mais pour moi, ça serait comme en Indonésie où on commence avec rien, n'est-ce pas? Et à cause de la meilleure organisation de l'éducation et plusieurs autres éléments comme ça, on arrive finalement à établir une richesse locale. Et c'est ça ce que les Indonésiens ont fait. Et, mais là, ou les Irlandais aussi, n'est-ce pas? Ils ont commencé avec rien, l'indépendance, n'est-ce pas? Et ensuite, ils sont devenus de plus en plus riches à cause de l'indépendance. Mais l'indépendance, ça a pris quand même 80 ans, du moment de l'indépendance de l'Irlande et le moment où l'Irlande est devenue riche, n'est-ce pas? Donc, l'idée que ça doit être l'année 1, ça était une sorte de... C'est contraire à la vérité observable. Et, donc c'était comme ça que j'étais intéressé surtout par les valeurs de la société. Et ces valeurs étaient en partie des valeurs esthétiques, donc, pas seulement des valeurs religieuses, pas seulement des éléments artistiques. Et quand Ferron a développé cette idée que cette borduasse, n'est-ce pas, qui avait empêché que le don serait vraiment un système entièrement de marché de dupes, n'est-ce pas? Ce n'est pas un marché de dupes, à cause de la créativité esthétique, le fait qu'il a établi un mouvement surréaliste, etc., et qu'il a réussi à passer outre à ce blocage, à cette limitation. Donc, pour moi, l'indépendance du Québec était toujours un processus de ce type. Et la raison pour laquelle j'étais attiré par Ferron, c'était parce que lui était le seul, en tant que je sache, et qui avait dit ça clairement dans toutes ses œuvres, de nombre de perspectives très différentes qui ensemble forment une argumentation très puissante. Et aussi, ça m'a frappé que personne
on a toujours vu que Ferron écrit très très bien, mais on n'a pas vu que le poids intellectuel sous-jacent à ce type d'activité que je viens de souligner. Chaque livre est un autre aspect de cette alors, dépassement, de ce dépassement du marché de Dieu. Et donc, ça, la question, pourquoi je me suis intéressé à ces questions basques. Et est-ce que la Constitution, avec la Constitution de l'Europe, la question basque se pose toujours? C'est possible que graduellement, les États-nations deviennent moins puissants et que les constituants, comme le Pays basque, etc., surtout quand ils sont riches, n'est-ce pas, auront plus d'autorité qu'aujourd'hui. C'est même vrai pour les Écossais, pour les Flamands. Et ça pourrait être vrai aussi pour les Québécois, si les Québécois développent leur faculté, à leur niveau d'éducation. Ils dépassent clairement le niveau canadien. Et ça, n'est pas du tout impossible, mais ce n'est pas encore accompli. Mais, donc, et qu'en est-il pour les autochtones, pour les peuples autochtones? alors, comment situer les nations États-nations, c'est une création du XVIIIe siècle. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, on a multiplié les nations de ce type qui étaient entièrement comme ça. Donc, avec une force militaire, une force d'argent, une force capitaliste, et essentiellement de droite, nécessairement. Et tout ça, c'était devenu la faiblesse de l'Europe qui a rendu possible pour Hitler de conquérir toutes ces choses-là en quelques mois, n'est-ce pas? C'était énormément maladroit. Mais on n'a pas vu cet aspect de la chose. Donc l'État-nation, à cette histoire-là, s'était consolidé par la Première Guerre mondiale. Avec la Deuxième Guerre mondiale, on avait déjà appris la leçon que ce n'était pas vraiment la façon de faire la paix, n'est-ce pas? Donc on a fait d'autres façons de faire la paix qui était bien meilleure que la première, n'est-ce pas? Et là, on a laissé toutes sortes d'autres forces mais qui vont graduellement remettre en question cette nation-État qui construit sur le modèle contradictoire d'être une nation presque comme un groupe de parenté, des gens qui doivent être vraiment très très proches l'un de l'autre. Et l'État capitaliste qui doit être ouvert
à une sorte de développement mondial, n'est-ce pas? Donc tu as l'aspect domestique et l'aspect euh, universel. Universel et on pense qu'on veut être universel, mais on continue quand même à être domestique, n'est-ce pas? Et il y a une contradiction dans l'État-nation qui, qui va finalement forcer des changements de fond. Donc ça veut dire que si tu regardes le problème de la constitution de l'Union européenne, tu trouves que tout le monde est en faveur de l'universel et il semble comme si personne n'est vraiment en faveur du national dans la rang. Maintenant, il y a des gens comme cette Marine Le Pen, n'est-ce pas, qui dit le contraire, qui dit qu'il faut fermer Bruxelles. Mais elle a tort, on ne peut pas fermer Bruxelles, parce qu'on ne va pas avoir encore trois siècles de guerre en Europe, n'est-ce pas? Tout le monde sait qu'on ne va pas avoir ça. Donc, il faut avoir un certain dépassement du niveau domestique. On ne peut pas laisser ces États vraiment avec des pouvoirs presque l'indépendance véritable. Ça doit être encadré par une autre forme d'autorité. Mais cette autre forme d'autorité ne peut jamais continuer à traiter le niveau national comme sans importance. Il faut être un équilibre entre le modèle national et le modèle universel. Et cet équilibre, on est très très loin d'avoir établi ça en Europe, par exemple. En Chine, on est un peu plus près de ça, parce qu'on a quand même plus de 2000 ans d'expérience avec ce type de modèle. Intéressant, hein, perspective. Oui, continuez, Eric, là, sur la comparaison entre l'Europe et la Chine. Mais c'est donc, ça c'est donc le point, je pense, le point de vue de l'anthropologie, ça doit être l'équilibre entre le local et l'universel. Et le problème de trouver cet équilibre, c'est le problème de l'anthropologie en particulier.